Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine, Éric Zemmour, Emmanuel Vargon, une heure de débat entre l'éditorialiste et la ministre déléguée au logement. Voici le sommaire. Premièrement, première partie, pourquoi la question des logements sociaux est-elle si épineuse en France? Pourquoi certains logements sociaux sont devenus invivables? Faut-il aussi revenir sur la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux? Deuxième partie, dans la politique du gouvernement, les propriétaires sont-ils les mal-aimés de l'immobilier? La France est-elle trop laxiste envers les squatteurs et trop dure envers les propriétaires? Et puis troisième partie sur le féminisme. Alors que le 8 mars a été l'occasion de nombreuses manifestations, parfois extrêmes, le féminisme est-il toujours l'allié des femmes? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Emmanuel Vargon, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Alors Emmanuel Vargon, vous étiez déjà venu débattre ici avec nous sur ce plateau il y a pile un an. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Vous étiez alors secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire et maintenant vous êtes ministre délégué au logement. Vous avez travaillé dans plusieurs ministères sociaux en tant que secrétaire général, travail, santé, jeunesse, sport. Vous êtes diplômé de HEC et vous êtes diplômé de l'ENA. On va commencer, Éric Zemmour et Emmanuel Vargon, par une première partie où on va analyser la politique des logements sociaux, leur impact, leur rôle, leurs forces, leurs limites. En décembre dernier, vous avez dévoilé votre intention de sanctionner les communes qui ne comptent pas assez de logements sociaux afin de multiplier leur création sur le territoire. Cette annonce, on l'a vu, a suscité l'indignation de nombreux élus locaux. Pourquoi la question des logements sociaux est-elle si épineuse en France ? Bonsoir Christine Kelly, bonsoir Éric Zemmour. En fait, la question importante en France, c'est la question du logement tout court. Parce que le logement, c'est à peu près 24% des dépenses des Français. C'est la première dépense dans la dépense d'un ménage. Et on a encore beaucoup de Français qui cherchent à se loger et qui n'y arrivent pas bien. Donc, en fait, on a besoin de logements en France. On a besoin de logements parce que la population augmente un peu chaque année, c'est bien, on est un pays dynamique. On a besoin de logements parce que nos familles évoluent, nos manières de vivre évoluent. Et donc quand un couple se sépare avec des enfants, il y avait un logement, il en faut deux. Il faut des logements suffisamment grands pour pouvoir accueillir les enfants en garde alternée, ou le week-end. Et puis on a aussi besoin de logements parce qu'on déménage, il y a des mobilités professionnelles. On trouve un emploi pas à côté de chez soi, il faut lâcher le logement dans lequel on est et en trouver un autre. Et en fait, on a une tension forte, encore aujourd'hui en France, sur le marché du logement. Donc pour répondre à ça, en fait, il faut soutenir tous les types de logements. Soutenir l'accession à la propriété, on y reviendra sur la question des propriétaires, faciliter l'accès à la location sur le marché libre, et puis soutenir aussi le logement social. Nous avons 2 millions de familles en France qui sont en attente d'un logement social, dont un peu moins d'1,5 million qui ne sont pas dans le parc social aujourd'hui. Donc des gens qui sont logés en dehors du logement social et qui espèrent avoir accès à un logement social. Donc il faut construire des logements et construire des logements sociaux. Et simplement, quand on dit il faut construire, ça veut dire qu'il faut construire partout. On a besoin de logements sociaux, pas seulement à certains endroits, qui après deviennent des ghettos potentiellement. On a besoin de logements sociaux dans les grandes villes, à la périphérie de ces grandes villes, dans toutes les communes de France. Alors certaines le font, elles respectent cette loi dont vous avez parlé, 25% de logements sociaux. D'autres ne respectent pas la loi prévoit des sanctions et c'est ce que j'applique. Alors on va parler justement sur tous ces petits points. La loi SRU, on va revenir sur tous ces points. D'abord une crise du logement, Éric Zemmour. Alors on pourrait gloser sans fin sur la crise du logement, sur la montée des prix dans les grandes villes, sur le besoin de logement. Vous avez raison sur les phénomènes socio-économiques, le divorce, etc., qui font qu'il y a des besoins de logements nouveaux. Vous auriez pu ajouter l'immigration, parce qu'on va en parler, qui fait aussi qu'on a besoin de plus de logements. Mais d'abord, essayons d'aller sur ce point de la loi SRU et des logements sociaux, puisque c'est l'annonce que vous faites depuis des semaines. Vous dites deux choses. Vous dites, 1, je vais sanctionner ceux qui ne respectent pas, et 2, je vais prolonger cette loi au-delà de 2025, puisqu'elle devait mourir de sa belle mort en 2025. Et je suis opposé à ces 2 points. Je pense que c'est une loi inique, c'est une loi stupide, c'est une loi d'ailleurs communiste de M. Guesso. C'est une loi qui est une folie sur tous les plans. D'abord, c'est une folie arithmétique, parce qu'à chaque fois,
si vous voulez, on dit on fait du logement social, mais vous savez très bien qu'on ne fait jamais que du logement social. Donc si on fait par exemple 30% de logement social, ça veut dire qu'on doit construire encore plus 70% d'autres logements. Donc c'est un bétonnage sans fin. Deuxièmement, c'est une folie sociale. Parce qu'en vérité, vous allez mettre du social, vous allez le mettre où ? Évidemment, dans les coins où le foncier n'est pas cher. Donc vous allez encore densifier des endroits qui sont déjà hyper remplis de logements sociaux. Troisièmement, c'est une folie écologique. Vous passez votre temps, et vous vous souvenez de notre débat, à nous expliquer que il faut être écologique, il faut protéger la nature, etc. Et vous sanctionnez les maires qui ne bétonnent pas. Enfin, c'est une folie économique, parce que qui dit plus de population pauvre, dit plus de services publics qui vont avec, plus de gymnases, plus de tout ça, alors qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Donc c'est les maires qui vont payer tout ça derrière, qui vont payer la note. Et enfin, je vais vous dire, sous un air social, sous un air, progressiste, en vérité, vous faites seulement des heureux qui sont les promoteurs. Madame la ministre, parce qu'ils font des marges énormes sur ce bétonnage à tout va, et ce sont les seuls heureux de cette histoire. Alors, elle vous répond. Loi stupide ? Je suis heureuse de voir que le point de départ, nous le partageons. Il y a besoin de logement. Le point de départ. Non, mais... Après, j'entends ce que... Je vais répondre évidemment sur le logement social. Non, je ne partage pas ce point de départ, mais c'est pas grave. C'est ce que vous avez dit. Oui, non, mais à partir du moment... les gens ont besoin de logement, voilà. oui. À partir du moment où il y a besoin de logement, il y a besoin de logement pour toutes les catégories de la population. Certains peuvent se loger avec leurs propres moyens sur le marché libre. D'autres ont des moyens plus limités et ont besoin de logements dont les prix sont maîtrisés. C'est le principe du logement social. Alors vous dites, le logement social, en fait, c'est l'accueil des pauvres. Le logement social, 70% des Français sont éligibles au logement social. 70% de nos concitoyens peuvent demander un logement social. Donc le logement social, en fait, ce sont déjà les classes moyennes des populations mélangées. Le logement social, les gens qui peuvent y prétendre, ce sont les infirmières, ce sont les caissières, ce sont les aides-soignantes, ce sont ceux sur lesquels on est bien content de compter quand on est en confinement et qu'il faut quand même faire tourner les services essentiels. Après, la question, c'est on leur propose d'habiter où à toutes ces personnes ? Et le fondement de la loi SRU, c'est une loi communiste, mais c'est aussi une loi qui a été voulue par d'autres majorités. Ça vient après la loi Besson. C'est tout un continuum. Donc, un continuum de gauche. On dit, on les loge partout. Les caissières, les infirmières ont le droit, comme vous, comme moi, d'habiter dans les centres-villes, de ne pas avoir à faire 1 heure de transport pour être toujours plus loin. Partout, ça veut dire qu'on équilibre et que dans une commune donnée, l'objectif est d'atteindre 25% de logements sociaux. J'étais hier en visite à Saint-Germain-en-Laye pour une rénovation de copropriété. Saint-Germain-en-Laye, ils sont à 23% de logements sociaux, ils continuent à construire. Ce n'est pas une ville qui est traumatisée par ça. Je salue d'ailleurs le maire Arnaud Péricard. C'est possible, y compris dans des communes riches. Donc il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas d'incompatibilité à aller construire du logement social, y compris dans des communes riches. Donc c'est la raison pour laquelle, premièrement, je soutiens cette loi, et deuxièmement, je souhaite qu'elle soit prolongée. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu sur le fait que, je me permets, folie arithmétique, folie sociale, folie écologique, folie économique, alors, je me permets. Tout à fait, vous avez raison. Donc je crois avoir répondu à la question sociale. Je voudrais répondre rapidement à la question arithmétique. Oui, on a un système un peu mécanique qui fait qu'à chaque fois qu'on construit, on augmente à la fois le besoin de construction et le besoin de logements sociaux. En prolongeant la loi SRU, moi je suis prête à retravailler avec les élus. D'ailleurs, j'en rencontre beaucoup. J'ai été interpellée par certains, je suis soutenue par d'autres, des maires, y compris des maires de bonne foi qui me disent c'est difficile. Et donc en prolongeant, et on aura ce débat au Parlement dans la loi dite 4D, qui est la loi de décentralisation, on peut voir comment trouver des systèmes qui sont plus souples et qui permettent aux maires de bonne volonté de construire. Donc il y a une possibilité, en prolongeant, d'améliorer ce système arithmétique. Enfin, folie écologique. Moi, je suis ravie de voir cette sensibilité écologique qui s'exprime. Mais ça, c'est vraiment... Contre le béton et contre l'enlaidissement, là, vous me trouverez toujours. Mais c'est vraiment un discours d'écolo, si vous me permettez, un peu primaire. Parce que c'est pas grave. On peut dépasser la contradiction entre on a besoin de construire, on a besoin d'arrêter d'étaler toujours plus la ville, et c'est forcément du béton.
Et d'ailleurs, on a sorti il y a un mois environ une réglementation environnementale de la construction très ambitieuse qui va vers des matériaux plus biosourcés, qui va vers des matériaux qui émettent moins de carbone. Donc on peut construire décarboné, on peut construire avec de la nature à côté, on peut construire dans des programmes dans lesquels chacun est bien, et donc ça n'est pas incompatible. Madame Bargon, vous savez, vous connaissez les chiffres, dans toute l'Europe, la France représente déjà 40% du logement social construit dans toute l'Europe. On va s'arrêter où? On va aller jusqu'où? Vous voulez combien de parts de logement social dans toute l'Europe? Mais c'est même philosophique ce que je vous dis. Vous dites... Vous comprenez, le logement social, ça a une histoire magnifique. Vous la connaissez aussi bien que moi. Vous savez comment ça commence, sous le Second Empire, à la fin du 19e siècle. C'est le logement pour les ouvriers qui venaient travailler dans les villes, financé par les grands patrons, par les Rothschild, par les banquiers Pereire, par les grands patrons catholiques, etc. Puis ça devient un mouvement patronal et syndical on est d'accord. Après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, vous savez qui arrive? Les paysans, l'exode rural, puis les pieds noirs, et puis enfin les immigrés. Et qui venaient d'abord d'Italie, d'Espagne. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu dans les logements sociaux. Donc, je peux vous raconter comment ça se passait quand j'étais petit. Et puis, il y a un basculement de ces logements sociaux, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi les maires ne veulent pas construire de logements sociaux? Mais parce que les gens qui votent pour eux ne veulent pas de logements sociaux chez eux, parce qu'ils ont fui les logements sociaux. Et ce n'est pas parce qu'ils détestent les petites gens, les infirmières dont vous parliez, etc. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les logements sociaux signifient des logements islamisés. Et vous le savez très bien, c'est-à-dire qu'on a une population à 80 ou 90% venue du Maghreb ou d'Afrique noire, qui a imposé ses mœurs dans ces quartiers de logements sociaux et qui ont fait fuir les autres. Contrairement à ce qu'a dit votre président d'ailleurs, il est faux de dire que c'est la France qui les a mis là pour ghettoiser. C'est l'inverse. Vous êtes d'accord avec ces chiffres, Madame la Ministre ? Attendez. Sur le chiffre que vous avez donné, si vous permettez, sur le chiffre que vous avez donné. Non, parce que je continue mon développement. Je sais bien. Mais sur le chiffre, j'aimerais que la Ministre... Je répondrai. Oui, mais sur le chiffre, je vais laisser Éric Zemmour aller au bout du raisonnement. Les 40%, c'est sûr. Le chiffre par rapport à l'Europe, c'est sûr. C'est le seul chiffre que j'ai donné. Sur ce chiffre-là, alors si je dois répondre sur les chiffres, on a 17% de logement social dans le parc de logement français. C'est le même chiffre au Royaume-Uni. C'est 38% aux Pays-Bas, qui n'est pas non plus un pays totalement communiste. Et après, le logement social, c'est un modèle qui est en France financé par l'État. En Allemagne, il est plutôt financé par des acteurs privés. Je vous répète qu'on représente 40% du logement social en Europe. Mais en fait, le chiffre intéressant, c'est pas le modèle. Ah ben ça vous plaît pas ce chiffre, mais c'est comme financé par l'État. Le chiffre intéressant, c'est la part du logement aidé dans chaque pays. Et moi, je voudrais vous en donner un autre, puisque vous parliez d'Italie. Je vais terminer votre raisonnement. Parce que Kelly nous a interrogé sur les chiffres. On a un des plus faibles taux de surpeuplement dans le logement en France. Surpeuplement, c'est-à-dire trop de personnes pour une surface donnée. 7,5%. Dans des pays dans lesquels il y a moins de modèles de logement soutenu comme le logement social, je pense à l'Italie dont vous parliez tout à l'heure, on est à entre 25 et 30% de surpeuplement. Donc le logement social, c'est aussi ce qui nous permet que les Français soient logés dans des conditions décentes. Ça a été un très gros progrès, le logement social. Mais bien sûr que ça a été un très gros progrès, mais je vous l'ai dit au départ. Je vous l'ai dit au départ, mais arrêtez de dire les Français. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les logements sociaux, il y a une part énorme d'étrangers. Vous savez aussi que 20% d'étrangers. 80% de Français. Les étrangers sont en situation régulière. Il y a beaucoup de Français venus de l'étranger. Oui, mais pour moi, tous les Français sont des Français. Oui, mais pas pour les gens qui y habitent. Parce que c'est pas le même mode de vie, chère madame. Il faudrait y aller. Et vous comprendriez ce qui se passe. C'est que c'est pas le même mode de vie. Et que les Français ont fui ces quartiers en fait, où on ne peut plus vivre à la française. Vous confondez le logement social et les grands ensembles. Alors, la question que vous posez sur les logements sociaux, en fait, c'est une question que vous posez sur les grands ensemble. Alors, Éric Zemmour termine son développement et ensuite vous répondez. C'est essentiellement du logement social. Oui, mais le logement social ne se réduit pas aux grands ensembles. Ça ne se réduit pas, mais vous chipotez. Un tiers des logements sociaux ont été construits dans les 30 dernières années. Un logement social, une résidence de logement social, aujourd'hui, c'est 20 logements. Je comprends. Emmanuel Vargon, c'est pas 200, c'est 20. Je comprends que mon développement vous embête parce que tout a commencé
dans les années 70 avec l'instauration du regroupement familial et que votre père était un des principaux responsables de cette mesure. Donc je comprends que ça vous embête, mais ça a fait basculer l'immigration d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, et ça a fait basculer l'existence des gens dans ces logements sociaux. Et je vous dis, quand vous dites il faut remettre les infirmières, etc., dans les logements sociaux, vous avez tout à fait raison, mais ils ne veulent pas y revenir, parce qu'ils ont tout fait pour les fuir, parce que justement ces quartiers étaient invivables, parce qu'on ne vivait plus à la française, parce qu'on vivait selon les mœurs islamiques, et que les femmes se faisaient chasser des cafés, qu'elles se faisaient insulter quand elles étaient en jupe, et que les caïds de la drogue régnaient au pied de chaque immeuble. C'est ça le logement social, Madame Vargon. Mais moi, je suis d'accord avec c'est ça que vous appelez le logement social. Et alors, donc les gens le fuient. Alors, elle vous répond. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, donc je vous disais, il y a 2 millions de personnes qui demandent un logement social aujourd'hui. Donc si les gens voulaient fuir les logements sociaux, on n'aurait pas autant de demandeurs. L'Union sociale de l'habitat, donc l'ensemble du logement social, a fait une enquête satisfaction auprès des habitants de logements sociaux. Je crois que c'est en 2019. 89% de gens sont satisfaits du logement social dans lequel ils habitent. Ça, c'est un chiffre, c'est une donnée. Donc, les gens sont globalement satisfaits. Ils sont partis. Ceux qui n'étaient pas satisfaits sont partis. Pas vraiment, puisque ceux qui sont dedans sont satisfaits, donc ne cherchent pas particulièrement à le fuir. Et ceux qui ne sont pas dedans sont demandeurs. Parce que 2 millions de ménages demandeurs, c'est beaucoup, dont 1,4 million, je vous le disais, qui ne sont pas encore dans le logement social. Ensuite, moi, je ne fais pas la même assimilation que vous entre logement social égale immigration égale délinquance. C'est une assimilation que je réfute. Toute la France le fait, Madame Vargon. Pardonnez-moi, mais toute la France le fait. Vous la faites, vous êtes la seule à pas la faire, c'est votre opinion. Ça n'est pas mon point de vue. Nous avons une difficulté sociale dans certains grands ensembles. C'est pour ça que je vous parlais des quartiers de la politique de la ville. Parce que je ne crois pas que ce dont vous parlez, ce soit les logements sociaux à Saint-Germain-en-Laye, on en parlait tout à l'heure, dans lesquels les choses se passent très bien. La question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on lutte contre la concentration de la pauvreté et des difficultés dans les quartiers de la politique de la ville. Ce n'est pas la question que je pose. D'abord, je voudrais revenir à un point de base. Je ne vous avais pas répondu à ça. Je vous ai dit, nous représentons déjà 40% de la part du logement social en Europe. Et j'aurais dû continuer, si j'avais pu, continuer en disant que nous avons déjà un financement énorme du logement social, de, je crois, 60% des fonds collectés par le livret A qui vont vers le logement social. Or, moi, je considère que ces fonds et cet argent qu'épargnent les Français devraient cesser d'aller au logement social pour aller vers les entreprises. Ça serait beaucoup plus utile de faire cela. Et donc c'est pour ça, c'est une autre raison pour vous dire qu'il faut arrêter avec cette obsession du logement social qui est en fait, en plus, la plupart du temps, du logement immigré, islamisé, et qui est une pompe aspirante de l'immigration. Mais les entreprises elles-mêmes ne sont pas d'accord avec vous. Elles financent le 1% logement, qui maintenant s'appelle Action Logement. Elles le financent librement. Les partenaires sociaux le défendent, du MEDEF à la CFDT, en passant en fait par tous les partenaires sociaux. Moi, je ne vous parle pas du 1%, je vous parle du livret A, des 60% du livret A. Non, mais vous me dites, il faudrait que cet argent soit mobilisé par les entreprises. Non, vers les entreprises. Non, Madame Vargon, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vers les entreprises. Je veux dire que l'argent du livret A doit aller pour loger les salariés. Leur argent du livret A serait beaucoup mieux utilisé si elles allaient vers l'investissement des entreprises. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'aider les Français à se loger. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Pour les aider, il y a une autre façon. C'est d'arrêter l'immigration. C'est de mettre la préférence nationale pour le logement social et arrêter de les donner à des étrangers. Oui, ça c'est une façon d'aider les Français. Et d'ailleurs, ça serait beaucoup plus efficace en plus de le faire ça généralement avec toutes les prestations sociales qui relèvent de la solidarité. Si on mettait tout cela avec une préférence d'abord aux Français, les Français seraient aidés. Mais vous prenez le problème à l'envers. Les Français, encore une fois, ils sont 80% dans le logement social. Les autres sont des étrangers en situation régulière. Et les mêmes infirmières dont on parlait tout à l'heure, les aides-soignantes, voire des médecins à diplôme étranger, sont ceux qui font aussi tourner nos services publics essentiels ou nos services essentiels tout court. Et ce sont des personnes qui sont bienvenues sur le territoire national quand elles sont en situation régulière. Mais de toute façon, 80%,
du logement social, je le redis, ce sont des Français qui y habitent. Et ces Français-là, et ceux qui sont à la porte du logement social, en ont besoin. Sont hypocrites et tous les Français le savent que c'est hypocrite. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'être hypocrite. Vous refusez de poser la question en termes de classe sociale et en termes d'inégalité. Et moi, c'est comme ça que je la pose. On a l'impression qu'il y a un décalage, comme dit Éric Zemmour, effectivement. Une impression, alors, éclairez-nous peut-être, parce qu'on a l'impression que sur ces 80% de Français, que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, je crois d'ailleurs que Éric Zemmour ne conteste pas ce chiffre. Les logements sociaux sont occupés à 80% par des Français. Je ne conteste pas ce chiffre, je conteste simplement le mode de vie de ces quartiers. Vous ne voulez pas voir qu'on n'est plus. Mais vous mélangez tout. Un coup, vous me parlez de Français, un coup, vous me parlez d'immigration, un coup, vous me parlez de mode de vie. Je vous parle d'immigration parce que. Un coup, vous me parlez de quartier, un coup, vous me parlez de. Pas du tout, Madame Bargon. Vous avez dit le mode de vie dans ces quartiers. Donc là, on parle de quartier tout d'un coup. Je vous parle d'immigration parce que c'est une immigration incessante qui arrive tous les ans à coup de entre 400 000 et 500 000 personnes de l'étranger qui viennent tous les ans. Donc il faut bien les loger. Donc voilà. Et deuxièmement, après, je parle... Les titres de séjour, je crois que c'est plutôt autour de 250... C'est 270. Voilà. Seulement, vous oubliez là-dedans les 100 à 150 000 droits d'asile qui sont déboutés mais qui ne sont jamais expulsés. Qui sont logés dans des centres d'hébergement spécialisés. Les 150 000 droits d'asile, non. Donc ils ne sont pas dans le logement social. Ils finissent par être logés... Non, madame. Ils finissent par être logés dans le logement social. Je voudrais vraiment être très clair là-dessus. Dans le logement social, ne sont logés que des personnes en situation régulière. Mais ils finissent par être... Donc les déboutés du droit d'asile, s'ils ne sont pas en situation régulière, ne sont pas tributaires de logements sociaux. Ils finissent par être en situation régulière au fil de plusieurs années. Et c'est sans fin. Et quand je vous dis... Mais parlez avec les gens. Quand vous parlez avec les gens, ils vous disent qu'ils fuient le logement social. Ils vous disent pas, ils réclament le logement social, mais pas le logement social tel qu'il existe. Le logement social tel qu'il devrait être. Il y a une chaîne là entre... Vous vous êtes arrêté dans les années 70-80 sur le logement social. Non, justement non. Il y a eu le logement social que vous appelez de vos voeux, ou en tout cas dont vous êtes nostalgique d'une certaine manière, les immeubles de briques rouges, de première couronne, qui logeaient des ouvriers. Bien avant les années 70. Et ça, c'est le logement social bien avant les années 70. Et jusque-là, on est d'accord pour dire que c'est un logement social qui permet une mixité sociale et une vie de toutes les classes sociales ensemble, dans les mêmes quartiers de bonne qualité. Après, il y a eu le logement social des grands ensembles. Et ces grands ensembles immobiliers, ces grands ensembles des quartiers de la politique de la ville, ont concentré beaucoup de logements, parfois des logements sociaux, même souvent des logements sociaux, parfois des copropriétés, c'est-à-dire des logements privés, parce que Clichy-sous-Bois, le Chêne Pointu, Grigny 2, ce ne sont pas des logements sociaux, ce sont des copropriétés. Les quartiers nord de Marseille, ce sont des copropriétés. Mais il y a aussi beaucoup de logements sociaux. Et là, dans ces quartiers, on a tout d'un coup eu beaucoup de logements, avec beaucoup de personnes avec des revenus très modestes, très peu de services publics, une école qui n'arrivait pas à fonctionner dans de bonnes conditions, pas d'emploi, pas de perspective. Depuis les années 90, on construit des logements sociaux différents, plus petits. Depuis le plan Borloo, on rénove la politique de la ville, on rénove... 40 milliards, madame. C'est-à-dire environ 4 milliards d'euros par an, ce qui fait en moyenne 800 euros par an, par habitant des quartiers. Ça a coûté 40 milliards à la France. Et ça marche. Ce que je vois. Ah, ça marche ? Oui, ça marche. Ah bon, mais vous voyez pas tous les jours, là, en ce moment, les émeutes dans les quartiers rénovés par le plan Borloo ? Mais vous êtes allé dans des quartiers rénovés ? Parce que moi, je suis allée à Pantin, au Courtille, parce que je vais vous dire quelque chose. Et c'est un quartier dans lequel il y avait quasiment 100% de logement social. Pour le coup, c'était du logement social. C'était un espèce de serpent, vous savez, cet urbanisme futuriste des années 70 qu'on referait plus aujourd'hui. Il a été ouvert sur la ville. On a mis des logements en accession à la propriété. On a mis des logements libres, des équipements. La médiathèque est en train de finir d'être construite. Et bien, ça va beaucoup mieux. Bien sûr. Éric Zemmour vous répond. Et puis vous m'appellerai quand elle flambera, votre médiathèque. Parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, mais il y en a d'autres, vous savez. Il y en a d'autres qui ont flambé, qui étaient toutes neuves dans la banlieue parisienne. C'est classique. Je vais vous dire pourquoi. Vous faites deux erreurs, mais c'est normal. Ce sont les deux erreurs que font les élites françaises depuis 40 ans, et les élites de gauche en particulier. Les deux erreurs, elles sont simples. La première, c'est de croire que l'important est le bâti. Vous expliquez qu'il faut casser, qu'on a bien fait de casser. Très bien, on a bien fait, c'est beaucoup plus joli, vous avez tout à fait raison. Mais les gens sont les mêmes. Et donc les problèmes sont les mêmes. Et donc le mode de vie est les mêmes. Les trafiquants de drogue sont toujours là. Les boutiques halal sont toujours là. Les femmes qui se font insulter quand elles rentrent des cafés sont toujours là. C'est le mode de vie, Madame Bargon, qui ne change pas. Le bâtiment, oui, change, c'est très bien. Et tant mieux pour eux.
Hein, je répète, c'est 40 milliards quand même. Donc c'est encore les Français. Ce sont encore les Français qui payent. Sur 30 ans. Laissez-la terminer. Ce sont encore les Français qui payent. Donc, encore une fois. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est un fait, c'est que ça ne change rien. Regardez les émeutes en ce moment à la Duchère. Vous avez suivi ça ? Les émeutes à la Duchère, quartier magnifiquement rénové. Il a même eu un label éco-quartier. Comme c'est beau, ça flambe tous les soirs en ce moment. Les flics se font castagner à coups de tirs de mortier. Qu'est-ce qui a changé, Madame Wargon ? Qu'est-ce qui a changé ? Les immeubles sont plus beaux, il y a de belles couleurs. Mais qu'est-ce qui a changé sur le fond ? Alors, je laisse répondre et je vous pose une autre question dans la foulée. Comment est-ce qu'on attribue les logements sociaux ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ghettoisation, une concentration ? Absolument, je pense que c'est la bonne question en fait. Moi, je suis d'accord que la rénovation du bâti, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut rénover le bâti parce qu'on ne peut pas laisser ces grands ensembles se dégrader et on ne peut pas laisser cette architecture finalement très enfermante des années 70 comme ça, mais qu'il faut accompagner ça de politiques efficaces en matière de sécurité. Et je vous rappelle qu'on fait des quartiers dans lesquels on renforce la présence policière. En matière d'éducation, on a dédoublé les classes et je pense qu'il faut continuer à faire des efforts particuliers pour rendre attractives les écoles dans ces quartiers. En matière d'attribution de logements sociaux, et vous avez raison d'y venir, Christine Kelly, parce que c'est un point important. Les attributions de logements sociaux, c'est un moyen pour faire en sorte qu'on n'ajoute pas toujours de la pauvreté ou de la difficulté dans des quartiers qui sont déjà difficiles. Ça suppose de rendre les quartiers plus attractifs, donc c'est pour ça que je vous parlais de sécurité, d'école et aussi d'activité économique. Mais si on arrive à faire venir des familles plus diverses, avec une mixité sociale plus grande, avec des échanges différents, alors on casse les ghettos, je finis juste, et on arrête le communautarisme. Madame Wargon. Et c'est à travers cette politique d'attribution de logements sociaux, parce que vous avez raison, il faut à la fois construire partout pour ne pas construire toujours au même endroit, et à la fois attribuer en étant attentif à l'équilibre de ces attributions, qu'on arrive à recréer de la mixité sociale dans ces quartiers. J'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous mettriez vos enfants dans ces écoles-là ? La réponse est non, et vous le savez très bien. Parce que personne ne veut mettre ses enfants dans ces écoles-là. Pour une raison simple, c'est que le niveau est très faible et que la violence y est partout répandue. Deuxièmement, et c'est pour ça que les gens ne veulent pas y aller, vous prenez le problème à l'envers. Pourquoi les logements sociaux marchaient auparavant ? Je vous ai dit, moi j'ai vécu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait le modèle qui était l'ouvrier français. L'ouvrier français était le modèle, la référence pour tous ceux qui arrivaient. Et tout le monde se calait sur les mœurs de l'ouvrier français. D'ailleurs, il y avait une part comique. Vous savez, dans les films français des années 50, on s'en moque gentiment. On a des tirades magnifiques de Bernard Blier ou de Gabin contre ce mode de vie, le tiercé, le café, etc. Vous voyez, ça, c'est le mode de vie de l'ouvrier français sur lequel tout le monde se calait. Ça s'appelle l'assimilation, Madame Wargon. Et à partir du moment où, à partir des années 70, où la gauche, la bourgeoisie, se sont moqués de l'ouvrier français, l'ont traité de beauf, l'ont délégitimé et ont promu le droit à la différence, l'exaltation des différentes communautés, des différentes cultures. On a le mode de vie aujourd'hui dans les logements sociaux. Et donc, comme le mode de vie n'était plus français, ce que j'essaye de vous expliquer, les gens sont partis. Donc il ne restait que les gens qui vivaient à la mode islamique. Même les Maghrébins qui tentent de s'assimiler à la société française, fuient ces quartiers-là. Donc c'est pour vous dire que c'est absolument un autre monde, une autre vie, un autre pays en vérité. Ce n'est plus la France. Et donc quand vous dites il faut mettre de la sécurité, mais vous rigolez. Vous êtes déjà allé en voiture avec les flics. Les flics ont une trouille bleue de rentrer là-dedans. En plus, ils ont consigne de ne surtout pas répliquer. Donc il faut qu'ils arrivent à 10 camions de CRS pour être respectés et encore. Alors. Vous êtes dans le monde de oui, Madame Wargon. Madame la ministre. Vous êtes expliqué qu'il faut plus de sécurité et qu'il faut, il faut peindre les bâtiments en rouge. Mais ça ne change rien. Alors, vous iriez habiter au Courtillère ? Non, c'est sûr qu'elle ne mettra pas ses enfants là-bas. Je vous en prie, Éric Zemmour. Je voudrais répondre sur le problème. Répondez-moi, Madame la ministre. Moi, j'ai habité essentiellement en région parisienne. J'ai habité dans différents arrondissements de Paris, dont le 19e arrondissement de Paris, qui n'est pas l'arrondissement le plus riche. Et après, je pense que la question, elle est... Quand vous dites vous prenez le problème à l'envers, oui. En fait, ces quartiers, ils sont là. Ils sont dans cette situation-là.
ils sont dans cette situation parce que finalement, on a laissé se développer à la fois beaucoup de pauvreté, à la fois du communautarisme et à la fois de l'islamisme radical et du séparatisme. Une fois qu'on est face à ces quartiers, on fait quoi? On dit, bon, ok, ils sont là, on tourne les yeux, c'est pas notre problème, on a déjà mis de l'argent, arrêtons, puis tant pis pour les gens qui y habitent, et puis voilà, ça nous intéresse pas. Moi, c'est pas ma conception. Ma conception, c'est de dire, on essaye d'améliorer les choses. On fait progresser ces quartiers. Donc oui, c'est bien d'investir sur le bâti, parce que de toute façon, c'est une condition nécessaire. Et oui, il ne faut pas faire que ça. Donc forcément, il faut redévelopper l'école. Il faut que l'école soit de nouveau un endroit dans lequel l'égalité des chances puisse vraiment s'exprimer. Oui, il faut mettre plus de sécurité. Oui, il faut supprimer les logements sociaux les plus anciens, les plus délabrés. Quand on reloge, vous savez qu'on ne reloge pas dans les quartiers. Toutes ces opérations de démolition, reconstruction, avec ces 4 milliards par an qu'on dépense chaque année pour ces quartiers, et c'est bien, toutes ces opérations, si vous le dites, on démolit et on reconstruit et on reloge ailleurs, justement pour retrouver une forme de mixité. Donc face à ces quartiers, soit on les abandonne, et quand on les abandonne, et en fait c'est là je trouve le paradoxe de notre discussion, c'est vous qui êtes tellement anti-communautariste, on les abandonne au communautarisme. Donc soit on les abandonne, soit on recherche à recréer la communauté française et l'universalité à laquelle, en tout cas, moi je crois. Sur ce sujet, ensuite on passe à un autre sujet, il reste 25 minutes. Je n'abandonne personne, simplement j'exige de ces gens qu'ils s'assimilent, ou alors qu'ils peuvent rentrer chez eux. C'est le choix, il est comme il était avant la France des années 80, c'est-à-dire l'assimilation ou le retour dans le pays. C'est d'ailleurs mieux pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'assimiler à la culture française, que je peux comprendre très bien. Et je suis sincère. Vous savez, le roi du Maroc lui-même le disait. Les miens, en parlant des Marocains, ne deviendront jamais français. Ce n'est pas moi qui disais ça, c'est le roi du Maroc, Hassan II, lui-même. Donc je comprends très bien, moi, qu'on tienne à sa culture et à ses mœurs. Je n'ai pas de mépris pour ces gens, aucunement. Simplement, je dis qu'en France, il faut s'assimiler à la culture française. Sinon, c'est la responsabilité de l'État de les mettre devant ce choix. Et l'État ne le fait pas. L'État se contente par votre bouche de dire on va repeindre les immeubles. Non, repeindre les immeubles, ce n'est pas ça le boulot de l'État. Le boulot de l'État, c'est de penser au peuple français et de penser qu'on peut agréger des gens qui viennent de l'étranger s'ils s'assimilent à la culture française. Les autres doivent considérer qu'ils sont étrangers et qu'ils doivent rentrer, surtout s'ils sont chomeurs, etc. Alors, la responsabilité de l'État, c'est l'intégration. Et les outils d'intégration... Vous parlez d'intégration et pas d'assimilation. L'intégration. Les outils d'intégration que sont l'école, la sécurité, le développement économique, l'accès à un emploi. Et après... dans les personnes que vous stigmatisez, parce que c'est quand même ça que vous faites. Je stigmatise personne, je vous assure, je stigmatise personne. Il y a beaucoup de Français, de jeunes qui sont Français, nés en France, de parents qui sont eux-mêmes Français. Peut-être que ces parents français n'étaient pas Français initialement, mais ils ont été naturalisés volontairement. Donc ça fait partie de la France, ils sont Français, autant que vous et autant que moi. On vous a bien entendu là-dessus, tous les deux. On va parler du féminisme dans un instant, donc on garde un peu de temps parce qu'il nous reste 25 minutes et je vois que le débat est très vif. Au début de son mandat, Emmanuel Macron a transformé l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière afin de taxer seulement les patrimoines immobiliers. Pourquoi ce choix de viser seulement l'immobilier? Quelle logique derrière? Bonne ou mauvaise? La logique était d'éviter la fuite massive des capitaux qui investissent dans les entreprises et les activités françaises, les activités économiques françaises, et de permettre à des investisseurs de venir investir pour réindustrialiser le pays, pour recréer des emplois. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché puisque l'attractivité économique française a beaucoup augmenté depuis le début du quinquennat. Ça se voit dans tous les classements internationaux. Alors évidemment, 2020, c'est une année qui va être difficile à interpréter en matière d'attractivité compte tenu de la pandémie. Mais on a retrouvé avec cette mesure et quelques autres une attractivité pour des investisseurs. On a besoin d'emplois en France, on a besoin d'investissements en France, d'investissements productifs. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'approuve tout à fait, moi, Emmanuel Macron, d'avoir supprimé une partie de l'impôt sur la fortune. Il aurait dû finir le travail. Je ne comprends pas pourquoi il a laissé l'impôt sur la fortune, uniquement l'impôt sur l'immobilier. En plus, franchement, ça rapporte 3 fois rien. Je crois que c'est 1,3 milliard. C'est ridicule. On jongle avec les dizaines et les centaines de milliards et on est là à garder un impôt qui rapporte 1,3 milliard, qui en plus est injuste parce que les vrais riches
ne sont pas touchés par cet impôt. C'est une espèce de classe moyenne, surtout classe moyenne supérieure, si on veut, qui a pu acheter un appartement à Paris. Et avec la hausse du prix à Paris, elle a vite atteint le plafond de 1 million, 1,3 million. Bon. Ou alors à l'île de Ré, vous connaissez l'histoire de ces gens de l'île de Ré qui ont des maisons qui sont devenues hors de prix. Je pense qu'il aurait dû finir le travail. Il aurait dû supprimer cet impôt. Et je vous répète, l'important, et là on va être d'accord, l'important c'est de diriger l'argent vers les entreprises. Et donc il faut tout faire pour diriger l'argent vers les entreprises, y compris, je vous le répète, détourner cet argent du logement social vers les entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que de financer sans fin du logement social. Il faudrait financer les entreprises. Ça n'a plus beaucoup de rapport avec l'impôt sur la fortune immobilière, le financement du logement social. Bien sûr, c'est global, c'est parce qu'on a discuté. Mais en tout cas, effectivement, il reste relativement peu de ménages concernés. Oui, et il y a une décote sur la résidence principale qui fait que quand vous avez acheté votre résidence principale et qu'elle a monté, vous savez bien il faut vraiment avoir un patrimoine immobilier élevé en résidence principale. À Paris, 1,3 million, franchement, l'appartement, il a vite 1,3 million dans les quartiers parisiens. Ça fait du coup 1,7 million, 1,8 million, ça commence à faire beaucoup. Je ne pense pas que la totalité des auditeurs ait ce genre de patrimoine immobilier. Non, dans Paris, ça fait pas énorme. Ça dépend quel quartier, évidemment. Mais franchement, c'est pas des gens riches, en tout cas. Bon, alors, je continue parce que dans des affaires de squat, occupation illégale de logement, Madame la Ministre, comme celle de Toulouse, on se rappelle, Éric Zemmour, en février dernier, font régulièrement la une de l'actualité. La France est-elle trop laxiste envers les squatteurs et trop dure envers les propriétaires? Alors, moi, j'assume d'avoir proposé une disposition législative avec un député qui a été voté, qui renforce très fortement la lutte contre les squats chez les personnes, c'est-à-dire en résidence principale ou en résidence secondaire. Quand je suis arrivée et que j'ai été interpellée par une affaire de squat emblématique qui était à Théoul-sur-Mer il y a maintenant un petit peu moins d'un an, l'été dernier, je me suis rendu compte qu'on avait une réglementation compliquée, révélée par CNews d'ailleurs, pas très bien comprise par les uns et par les autres, pour savoir quand un squatteur squattait une résidence principale ou secondaire, qu'est-ce que pouvait faire le propriétaire? Donc j'ai décidé de regarder ce sujet avec attention parce que moi je partage le point de vue que c'est absolument insupportable de voir un squatteur arriver dans une résidence principale ou secondaire. Je ne mets pas la partie bâtiment administratif, bureau désaffecté dans la même situation. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose, mais quand on parle de chez les gens, on ne peut pas laisser ces situations durer. Donc nous avons fait voter une disposition, elle est maintenant applicable, elle a été votée en décembre, qui dit que quand il y a squat de résidence principale ou secondaire ou toute autre catégorie intermédiaire, il suffit d'aller porter plainte. Et le préfet peut décider en 48 heures d'accorder ce qu'on appelle le concours de la force publique, c'est-à-dire en gros la police vient chercher les squatteurs et les met dehors. En revanche, si on les bureaux, ça vous gêne pas? L'affaire de Toulouse, je finis juste sur l'affaire de Toulouse parce qu'elle a été emblématique, était une situation particulière au plan du droit parce que la situation de ce squat avait été portée devant la justice avait jugé, accordé l'expulsion des squatteurs, mais avait décidé d'accorder aux squatteurs le bénéfice de la trêve hivernale, ce qui n'est pas le cas dans le nouveau dispositif où la trêve ne s'applique pas. On avait une décision de justice, donc une autorité de la chose jugée, et du coup c'était pas possible juridiquement de faire appliquer la nouvelle loi sur une décision qui avait été prise avant. Donc c'était un cas intermédiaire. Finalement, les squatteurs sont partis et ça, c'était une bonne nouvelle. Mais maintenant, les nouvelles affaires, plus besoin d'aller devant la justice. Donc je le dis aux propriétaires potentiellement concernés, dépôt de plainte. Ensuite, la plainte est transmise directement au préfet et le préfet peut agir sans attendre une décision de justice. Donc on va gagner beaucoup de temps. C'est une très bonne nouvelle. Et au moins, j'espère simplement que les préfets seront diligents et qu'ils ne traîneront pas et qu'ils n'auront pas peur des conséquences, etc. etc. Mais en tout cas, moi, tout ce qui va effectivement dans le sens de la lutte contre les squats est très bienvenu. Donc, je vous en félicite. Vous savez quand même qu'aujourd'hui encore, on est davantage puni si on chasse le squatteur soi-même que si on est squatteur.
Vous savez que la législation prévoit des peines inférieures pour le squatteur que pour celui qui se fait justice lui-même. Alors je veux bien qu'on ne se fasse pas justice soi-même, mais enfin, je trouve ça assez fort de café de punir davantage le type qui se défend et qui veut chasser son squatteur que de chasser le squatteur. Il y a des aberrations comme ça dans la législation française que je vous invite à corriger puisque vous êtes ministre du logement. Je vous remercie beaucoup de cette invitation parce qu'en fait, on a tenté de le faire dans cette loi de décembre. Et donc, dans cette loi, qui était une loi plutôt sur les mécanismes économiques, on a aggravé les peines pour les squatteurs, justement considérant qu'on avait quand même un déséquilibre. Le Conseil constitutionnel l'a sanctionné pour cavalier législatif. Je suis désolée, c'est un peu technique, mais c'est en gros, comme ça n'avait pas de rapport avec le texte initial, on est arrivé par amendement et c'est pas la procédure. Donc il ne l'a pas sanctionné. Donc vous êtes obligé de refaire votre copie. Donc il faudra qu'on trouve un autre texte dans lequel le faire, mais le gouvernement s'en est rendu compte, on a assumé, c'est un amendement que j'ai soutenu, il a été voté et finalement il n'a pas été adopté parce que c'était pas le bon texte. Là, on est d'accord. Donc sur ce sujet, nous sommes d'accord. Madame la ministre, rapidement, je vous relance sur les autres bâtiments qui ne sont pas justement les bâtiments vides. Là, il n'y a rien qui est prévu. Alors là, la justice, le droit classique s'applique. Et donc on est dans la défense du droit de propriété. Et quand un propriétaire veut faire valoir le droit de propriété, il va devant la justice. Parce que ces procédures devant les préfets, ce sont des procédures d'exception par rapport à la justice. Dans le reste du temps, on saisit la justice, un tribunal juge, rend une décision et après la décision s'applique. Alors, merci beaucoup. On va passer à cette dernière partie sur le féminisme à l'épreuve du militantisme. À l'occasion de la journée des droits des femmes qui s'est déroulée ce lundi 8 mars, de nombreuses manifestations féministes ont eu lieu, parfois extrêmes, je le disais en titre. Et le féminisme, est-ce qu'il est toujours, Madame la ministre, l'allié des femmes? Ne risque-t-il pas de devenir surtout l'ennemi des hommes? Alors, comme dans toutes les causes et comme dans tous les mouvements, il y a parfois des prises de position extrêmes. Mais je pense qu'on a encore besoin, en France aujourd'hui, de défendre les droits des femmes, parce qu'on a encore beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. C'est vrai sur les salaires. C'est vrai sur les salaires dans le privé, on a un écart d'environ 15%. C'est même vrai dans les salaires dans le public. Et d'ailleurs, Amélie de Montchalin, mais je crois qu'elle a dû vous en parler quand elle est venue il y a quelques jours, a prévu un plan de réduction de cet écart, de suppression de cet écart entre la rémunération, entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Il y a un deuxième sujet sur lequel je pense qu'on peut progresser, et ça, ce n'est pas un sujet législatif, c'est un sujet de prise de confiance, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Parce que la charge mentale, ça veut dire que les femmes qui travaillent font à la fois leur carrière professionnelle, mais ont de facto la responsabilité de la vie de la famille, de s'occuper des enfants. Ça ne veut pas dire qu'elles font tout, mais ça veut dire qu'elles sont responsables de cette organisation. Et ça, c'est un sujet qui doit évoluer progressivement et sur lequel l'égalité n'est pas respectée. D'ailleurs, le confinement a plutôt aggravé les choses. Éric Zemmour. Madame Wargon, à chaque fois, c'est la même chose quand il y a ce genre de discussion qui vient sur la table. Je trouve que j'ai toujours envie de dire, mais de quoi vous vous mêlez? La cause des femmes, moi je ne me sens pas illégitime à en parler. Non, mais vous avez le droit de parler de tout ce que vous voulez. Voilà. Parler de tout ce que vous voulez. Mais là, vous rentrez chez les gens. C'est-à-dire que quand vous dites il y a une répartition des rôles qui est comme ci et qui n'est pas comme ça devrait être, je vous répète, de quoi vous vous mêlez? C'est l'équilibre dans les couples, entre les hommes et les femmes, ça ne regarde personne. Alors, les rémunérations, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais parler des rémunérations. Mais là, je vous parle de votre... D'accord. Ce que j'appelle la charge mentale. La soi-disant. Oui, soi-disant. C'est pas vous appeler... On a le temps, il reste 15 minutes. Charge mentale, ça ne veut... Bon, je vais reprendre. Mais je vais reprendre. Je vous parle d'abord des rémunérations. Le 15% est un chiffre faux. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui mélange des carottes et des navets. En vérité... il faut comparer les choses comparables, c'est-à-dire les gens qui ont le même emploi dans le même secteur. Et là, on tombe à des chiffres très faibles. En vérité, le 15 ou 20%, parce que d'habitude on dit 20%, donc vous réduisez un peu la dose, c'est parce que les femmes font beaucoup plus de temps partiel que les hommes et beaucoup plus dans des secteurs qui sont moins payés, c'est-à-dire le social, la santé, etc., alors que les hommes sont dans d'autres secteurs qui sont mieux payés pour la plupart. Donc il faut arrêter de comparer ça. Et là, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais il faut que les femmes aillent dans des secteurs qui sont mieux rémunérés, il faut qu'elles soient dans la finance, il faut qu'elles soient ingénieures. Et là, de nouveau, je vais vous dire de quoi vous vous mêlez.
Les gens font ce qu'ils veulent. Les femmes choisissent les métiers qu'elles veulent. D'ailleurs, elles sont plutôt meilleures élèves que les garçons. Donc si elles avaient envie de choisir ces secteurs-là, elles le feraient. Moi, je connais des jeunes femmes qui ont fait des études très brillantes, qui ont commencé dans la finance et qui ont quitté ensuite la finance pour gagner moins, parce que le métier ne les intéressait pas, parce que l'ambiance ne les intéressait pas. Donc je vous répète, de quoi vous vous mêlez? Continuez sur la charge mentale. Non, mais parce que oui, la charge mentale, c'est la même chose. Si vous voulez, on essaye, parce que c'est un problème global. D'abord, on invente des mots. Ça c'est le génie du progressisme en général, c'est qu'il invente des mots et qu'il les impose à la société. Vous savez, c'est le mot de Lénine. Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose. Et donc ça, c'est une technique de propagande avérée et d'une technique de propagande communiste avérée et que tous les progressistes ont reprise à leur compte. Et donc, féminicide, charge mentale, et vas-y, ça déroule les mots, écriture inclusive, etc. Tous ces mots qui sont complètement en déconnexion avec la vie des gens. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a un fond totalitaire dans le féminisme. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Totalitaire, ça veut dire changer la vie des gens. Changer la vie des gens. Imposer la vision aux gens. Et tout simplement parce que le féminisme pousse à l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'on veut croire que les hommes et les femmes, c'est la même chose, et qu'il n'y a pas de différence biologique, qu'il n'y a pas que tout n'est que différence sociale. Or, c'est faux. Ce qui ne veut pas dire inégalité. Vous comprenez ce que je veux dire? On attend de revenir sur les sujets. Madame la ministre vous répond. Donc, la charge mentale, c'est pas un mot, c'est un mot nouveau, mais c'est un fait. Et pour reciter Lénine, les faits sont têtus. Absolument. Voilà. Bon. De quoi on parle? On parle du fait que dans une répartition entre guillemets classique à laquelle personne n'a réfléchi dans un couple, très souvent, plus souvent que l'opposé, bien sûr il y a des exceptions, c'est la mère de famille qui se retrouve à être de facto responsable d'aller aux réunions parents-prof, de se demander si la sortie scolaire c'est bon, voire d'accompagner la sortie une fois de temps en temps, de faire les rendez-vous médicaux, très probablement de faire les menus pour répondre à la sempiternelle question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc., etc. Moi, j'ai mené une carrière professionnelle avec beaucoup d'activités professionnelles. J'ai eu des moments de solitude et ça m'est arrivé, et je ne suis pas du tout la seule femme à qui ça arrive. Je me suis levée à 5h du matin pour faire le gâteau d'anniversaire de mon petit bout de 5h à 6h avant d'aller bosser, parce qu'il faut un gâteau d'anniversaire, qu'il aime bien le gâteau que maman fait, et que acheter un gâteau, c'est pas pareil. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que ça lui fait plaisir? Alors, cette responsabilité... Alors, ça ne me fait pas plaisir de me lever à 5h du matin pour faire un gâteau. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir, mais ça ne me fait pas plaisir d'avoir à me lever à 5h du matin pour le faire. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ont de facto une responsabilité de faire fonctionner qui est plus forte que les hommes. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui devrait être discuté dans les couples. Qu'après ce soit choisi par les uns... vous mêlez? Mais c'est quand même extraordinaire. Pardon, Éric Zemmour, je vous ai pas dit que je voulais légiférer sur le sujet. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Vous croyez qu'ils n'en parlent pas? Vous croyez que les femmes sont muettes? Vous croyez qu'elles ne savent pas dire tiens, tu pourrais faire ça, tiens, tu pourrais faire ci? Vous avez fait un très long développement, donc je vais juste vous répondre. Parce que je trouve ça dingue. Je n'ai pas dit qu'il fallait légiférer. J'ai même, dans ma première réponse à Christine Kelly, dit sur ce sujet, c'est clairement pas un sujet sur lequel il faut faire du droit. C'est un sujet qu'il faut simplement mettre en évidence. Il faut simplement qu'on en ait conscience. Et après, les hommes et les femmes, à l'intérieur des couples, d'ailleurs, certains couples sont femmes et femmes ou hommes et hommes, à l'intérieur des couples, chacun est libre de décider ce qu'il fait. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas naturelle et elle existe. Et sur le temps partiel, je voudrais vous répondre sur... Oui, les femmes sont plus souvent à temps partiel. Quand les femmes sont plus souvent à temps partiel, en particulier quand c'est du travail de bureau, le résultat, c'est qu'elles font le même boulot que les hommes, mais elles le font théoriquement en 4 jours, payées 4 jours sur 5. Si, je vous jure que c'est vrai. Quand c'est du travail de bureau, c'est très souvent comme ça. Elles finissent, elles ont parce que ce sont des missions, ce sont des tâches à accomplir, ce sont des projets. Elles finissent par faire à peu près la même chose, payer moins. Et évidemment que c'est cumulatif. Quand la question est de savoir qui prend un temps partiel pour s'occuper des enfants parce qu'il faut gérer le mercredi, le modèle dominant, avant qu'on y réfléchisse, et il est en cercle vicieux, c'est plutôt la femme qui le prend, ne serait-ce que parce que son salaire initial est plus bas, et donc on sacrifie moins de salaire. Mais c'est un cercle vicieux, ça veut dire qu'elle ne peut jamais progresser. Vous dites... Éric Zemmour, est-ce que vous n'êtes pas, si vous permettez, dans le déni sur ce sujet? Ah, pas du tout.
Pas du tout, au contraire. Je vais vous dire, ça n'est pas librement choisi. C'est absolument librement choisi. Et je vais vous dire, mais bien sûr que si. Et vous dites, sans avoir réfléchi. Mais c'est faux. C'est faux. C'est de la reproduction de modèles. Non, mais oui, mais la reproduction de modèles, il a du bon, le modèle. C'est de la reproduction de modèles inconsciente. Le modèle vient d'où, Madame Vargon? Il vient de l'origine des temps. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui portent les enfants et avant, qui elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le permis de conduire, elles ne pouvaient pas signer un chèque sans l'accord de leur mari. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles on a évolué. Les lieux communs féministes. C'est quand même vrai. Vous voulez qu'on parle de ça? Je vais vous dire. Qui avait le droit de vote avant 1848? Personne. Qui avait le droit de vote? Qui avait des chéquiers avant les années 60? Les ouvriers étaient payés à la journée, voire à la semaine. C'est Georges Pompidou qui a imposé la mensualisation en 1969. Donc mais évidemment, non, parce que quand c'est arrivé, les femmes n'avaient pas le même droit que les hommes. Ça a pris des années avant que ce soit compensé. Vous êtes dans un narratif de lieux communs féministes. C'est pas des lieux communs, c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une évolution de la société. C'est-à-dire que il y avait le capitalisme du 19e siècle qui avait besoin d'une structure de famille qui reposait sur l'épargne et de la division des tâches classique avec un homme qui allait travailler, qui travaillait très dur, qui travaillait 12 heures, 14 heures par jour. Il était favorisé, celui-là, l'ouvrier de Zola dans Germinal. Est-ce qu'il était favorisé par rapport à sa femme? Non, il travaillait énormément, très dur. Et on avait, bien sûr, les deux travaillaient. Je vous le fais pas dire. Les deux travaillaient. La femme travaillait aussi. Elle travaillait à la maison parce qu'il y avait une séparation des tâches qui était induite par le système. Elle n'est pas génétique, elle est culturelle. Non, elle est à la fois biologique et culturelle. Elle est biologique puisque les femmes portent les enfants, Madame Vargon. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles font la cuisine pour l'éternité. Mais ça veut dire qu'elles nourrissent les enfants. Donc elles nourrissent la famille. Donc vous voyez, il y a une part de biologie. Et il y a une part, vous avez raison, de culturel, comme toujours. Mais vous savez, c'est une vieille histoire. Pascal disait déjà, je crains que ce qu'on appelle nature ne soit déjà une coutume, comme la coutume est une seconde nature. Donc il y a toujours eu un mélange. La différence... Mais il est temps de le questionner, que ces choix soient faits librement. On fait que ça depuis des millions d'années, on questionne. Donc le mettre dans le débat, dire quelle est la place de la femme et de l'homme. Vous ne le mettez pas dans le débat. Mais si, non. La charge mentale, c'est juste une notion. Non, vous culpabilisez les uns et vous victimisez les autres. Mais je trouve que c'est une vision absolument injuste de la femme. La femme n'est pas une victime. La femme n'est pas une victime. La femme est libre, la femme est autonome, elle réfléchit. Et si elle a ce mode de vie, c'est qu'elle le désire. Alors Emmanuel Vargon, lorsqu'il dit les femmes font ce qu'elles veulent, la femme infantiliser les femmes. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je pense qu'il n'a pas... Ensuite, vous allez répondre aussi à ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il y a un fond totalitaire dans le féminisme. Qu'est-ce que vous répondez aussi à ça? Je pense que c'est une vision, pour le coup, idyllique, idéalisée de la liberté individuelle, de penser que les femmes font à chaque moment de leur vie les choix qui sont les choix qu'elles veulent faire en pleine conscience. Et qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels les femmes acceptent d'internaliser, d'intérioriser des contraintes que les hommes n'acceptent pas d'intérioriser. Et c'est même vrai dans les négociations salariales, parce que pour avoir géré des équipes, une femme demandera moins facilement une augmentation, une femme se battra moins pour une augmentation salariale. Il y a un fond culturel qui fait que certaines femmes, pas toutes, certaines s'en libèrent et d'autres intériorisent les contraintes. Et que pour montrer que des modèles possibles sont différents, il faut avoir là aussi une mixité, pour le coup, entre les femmes et les hommes plus forte. Moi, j'ai été secrétaire générale d'un ministère. Et je me souviens d'une réunion, c'était il y a une dizaine d'années. On avait tous les secrétaires généraux du ministère, on était une quinzaine, et tous les préfets de région. J'étais la seule femme à cette réunion. Ça s'appelait le comité des 40 à l'époque. Ça a été supprimé, on a dû créer un truc équivalent depuis. Ça veut quand même dire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a qu'une femme qui peut être secrétaire générale ou préfet de région? La réponse est non. D'ailleurs, maintenant, il y en a plus. Quand on est là, ça veut dire qu'on n'a pas de modèle. Ça veut dire qu'on ne se projette pas. Ça veut dire qu'on se dit « ça n'est pas pour moi, ça n'est pas possible ». Donc, vous ne pouvez pas tout faire reposer sur la responsabilité individuelle. Après, ça n'est pas une guerre des femmes contre les hommes. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. C'est simplement pas comme ça que vous le percevez. La possibilité que chacune trouve sa place. C'est comme ça que vous le reprenez. Moi, je vais vous dire. Non, je crois pas. Éric Zemmour vous répond et ensuite j'ai une dernière question. C'est l'erreur d'origine du féminisme. C'est-à-dire qu'ils l'ont plaqué, on l'a vu avec Simone de Beauvoir, on l'a vu après, plaqué la lutte des classes et la lutte des sexes. En vérité, c'est ça. Le mouvement féministe aujourd'hui plaque une lutte alors les femmes ont obtenu
tout ce qu'elles voulaient et ce qu'elles pouvaient obtenir en vérité. Elles sont libres, elles sont autonomes, elles travaillent si elles veulent à l'extérieur, elles sont payées libres, elles font les études qu'elles veulent, elles ont les droits qu'elles veulent. Et tant mieux, et c'est très bien, je trouve ça très bien, mais ce que je veux je trouve ça très bien. Jusque-là, on est d'accord. Mais je vais vous dire, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que contrairement au discours dominant, ce n'est pas la lutte des femmes qui a changé tout ça. Ce sont simplement les conditions économiques qui ont changé. C'est-à-dire que le capitalisme a muté. Il faut que vous lisiez Christopher Lasch, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est devenu un capitalisme de consommation et donc qui avait besoin de plus de consommateurs. Donc on a mis les femmes dans l'espace public. Deuxièmement, la technologie a libéré les femmes des tâches traditionnelles depuis des siècles parce qu'elles s'occupaient de la maison. Donc à partir du moment où la technologie les libérait, les femmes tout naturellement pouvaient aller travailler ailleurs. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de lutte avec les hommes. Si votre point c'est de dire qu'il y a beaucoup de progrès pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, la réponse est oui. C'est le changement. Mais moi, mon point, c'est de dire qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais on n'y sera jamais parce qu'il y a des différences. Parce qu'il y a une obsession de l'égalitarisme. Non, c'est juste une question d'égalité des chances. Vous qui êtes tellement attaché au talent, à la méritocratie, une femme qui a des capacités, qui a un talent, qui sait faire, il faut qu'elle puisse monter jusqu'au plus haut. Mais elle peut. Encore difficilement. La preuve difficilement. Mais Madame Vargon, quand elle présente des examens, des concours, elle les ont. Dans la magistrature, il n'y a plus que des femmes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre la parité dans la magistrature parce qu'il y a trop de femmes? Dans l'éducation nationale, il y a trop de femmes. Est-ce que vous allez imposer la parité? Pourquoi vous ne la posez pas là? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des contraintes qui empêchent les hommes d'aller dans ces métiers? Pourquoi vous ne le dites pas? Ça serait la même chose, vous voyez, c'est sans fin votre histoire. Et donc ça ne peut pas tenir. Donc c'est pour ça que moi, je préfère me référer à la liberté des gens, au choix des gens. Je ne prends pas les femmes pour des mineurs, je ne prends pas les femmes pour des enfants, parce que c'est ce à quoi revient votre discours. Ce sont des enfants et des mineurs éternels. Il faut toujours les aider. Les pauvres, elles sont martyrisées. Le premier combat, c'était d'avoir les mêmes... Elles sont des adultes, elles sont autonomes, elles font leur choix. Dernier mot là-dessus. Le premier combat, c'était d'avoir les mêmes droits, et c'est un combat qui est gagné. Et le deuxième combat, c'est qu'elles exercent ces droits, et il n'est pas encore totalement gagné. Bon, alors, il nous reste 1 minute 30. Dernière question. Le maire écologiste de Lyon a fait part, Madame la ministre, de son intention d'établir un budget genré pour la mairie afin que ce budget bénéficie autant qu'aux femmes qu'aux hommes. Est-ce que c'est excessif ou bien est-ce qu'il faut fixer un curseur de l'égalité homme-femme? Je pense que c'est une expérimentation. D'ailleurs, il l'a présenté comme ça en disant, il faut qu'on regarde quand même si ce qu'on fait de bonne foi, finalement, crée des déséquilibres. Je vais sortir du sujet budget, mais je vais vous répondre en 30 secondes. Je me suis occupée de rentrer dans ce qu'on appelle le label diversité quand j'étais secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Et donc on a regardé comment on recrutait sur tous les critères de discrimination. Et on s'est rendu compte que de bonne foi, on avait des pratiques discriminantes dans la manière dont on menait les entretiens, par exemple. Sur ce budget, c'est un peu la même question. Est-ce que, alors qu'on pense qu'on fait un budget général pour tous les habitants, de facto, on accepte systématiquement, par exemple, les projets associatifs d'associations sportives qui sont plutôt des associations masculines et d'associations sportives au détriment d'associations sportives qui sont plutôt féminines? Est-ce que, alors qu'on est plein de bonne volonté et qu'on est pour l'universalisme, de facto, ce qu'on fait est incohérent avec nos valeurs? C'est pas inintéressant de regarder si ce qu'on fait est en accord avec ces valeurs, et je crois que c'est ça la logique de cette expérimentation. Ça mérite d'être regardé. Éric Zemmour ? C'est le sexe des anges. C'est-à-dire qu'on se dispute, comme à Byzance, sur le sexe des anges, alors que la réalité aujourd'hui, ça nous ramène au début de notre conversation, Madame Vargon, là où les droits des femmes, alors réels, sont vraiment bafoués, ce sont dans les quartiers de logements sociaux où là, une culture islamique les néantise, comme dit Lévi-Strauss. Et c'est-à-dire qu'on les élimine et de l'espace public et on les enferme. Et là, vous ne dites rien. Et là, les féministes ne disent rien. Là, les féministes, comme Caroline Dehaze, disent qu'il faut élargir les trottoirs. Là, les féministes ne disent rien parce qu'elles se soumettent aux luttes intersectionnelles. Vous oubliez tout ça. Aujourd'hui, le féminisme est allié des pires ennemis des femmes et se soumet aux pires ennemis des femmes. Et là, on est à discuter, c'est pour ça que je vous dis c'est le sexe des gens à Byzance, on est à discuter de l'écriture inclusive ou des budgets genrés. C'est dérisoire. Et c'est triste pour les femmes qu'on abandonne vraiment. Moralité, Éric Zemmour, ensuite je vous donne le dernier mot, Madame la Ministre. Moralité, j'aime bien vous demander. Moralité, c'est qu'il y a effectivement...
les femmes sont les égales des hommes, c'est une évidence, en droit, en dignité, mais tout ça est... En capacité. Mais Madame Vargon, depuis le christianisme, oui. Tout ça est connu. Bon. Et simplement, il y a aujourd'hui des femmes qui sont vraiment menacées, hein, dans des quartiers particuliers islamisés de notre pays. Et là, on ne fait rien pour elles et on préfère discuter d'écriture inclusive ou de budget genré. Madame la ministre, vous avez le dernier mot sur cette émission. On a démarré cette discussion sur le logement. Et moi, mon message sur le logement, c'est de dire que le logement peut être une solution et un outil pour avoir plus de mixité sociale partout en France. Et que moi, je crois que c'est la mixité sociale, notre capacité à avoir des classes sociales différentes qui vivent au même endroit, qui résoudra une partie importante des problèmes qui ont été cités. Merci. Donc c'est pour ça que je soutiens le logement social partout. Merci Madame la ministre d'avoir été avec nous. Merci Éric Zemmour. Merci. Excellente suite de programme sur CNews.